Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Xavier Pathier. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Xavier Pathier est essayiste, romancier. Il a exercé des fonctions de dirigeant au service de l'État et en entreprise. Il publie cet ouvrage « La confiance se fabrique-t-elle ?» Essai sur la mort des élites républicaines à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Comme d'habitude, Xavier Pathier, vous prévoyez une insurrection dans notre pays à court terme qui opposera le peuple à tous les pouvoirs pour remplacer la démocratie représentative par un autre système, car vous le dites, les élites ne nous demandent plus de nous justifier, mais de nous taire. Comment en est-on arrivé là? Oui. Je prévois rien à très court terme. J'émets des hypothèses, mais je considère qu'une hypothèse qu'il faut prendre au sérieux, c'est que les chocs politiques et sociaux qui nous attendent n'auront rien à voir avec ce qu'a été, par exemple, mai 68. Mai 68, c'était très classiquement le parti de l'ordre contre le parti du mouvement, arbitré par une élection qui rend les clés au parti de l'ordre. Je pense que ce qui nous attend, ça sera effectivement une lutte de toutes les aspirations individuelles contre tous les pouvoirs et toutes les institutions, et que ce ne sera pas les élections qui pourront régler ce problème-là. Je pense qu'au contraire, les élections risquent d'être à l'origine. Des élections dont les Français n'accepteront pas le principe, le résultat ou les modalités risquent d'être le déclencheur et non pas la solution de la crise vers laquelle nous allons peut-être. Je ne fais pas un pronostic, je fais une mise en garde. Mais alors justement, sur le fait que les politiques, vous le dites, ne nous demandent plus que de nous taire. Pourquoi on en est arrivé à ce stade? Alors, d'abord, ce n'est pas seulement les politiques. Je dirais que il y a une dérive dans l'échange d'arguments en France et dans le débat politique et dans le débat tout court, en général, c'est qu'on est allé vers un allongement perpétuel de la liste des mots interdits. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus peur des mots. Et dans l'histoire, on sait que quand on a peur des mots, on arme les bras. Enfin, c'est assez malheureusement connu. Et pour aller vite, dans le débat naguère, vous regardez les débats à la Chambre des députés, l'espace public, c'était très violent. De certaine manière, plus violent qu'aujourd'hui. Mais on n'intimait jamais à l'autre de se taire. On lui disait qu'il mentait. Aujourd'hui, si je ne suis pas d'accord avec vous, je ne dis pas vous mentez. Je dis vous avez un discours de haine. Tandis que je ne vous demande pas de répondre à mes arguments, je vous demande de disparaître et de vous taire. Et finalement, on arrive, tout cela avec en plus le bruissement perpétuel des réseaux sociaux, à un débat qui s'apparente à un silence sonore. C'est-à-dire qu'il n'y a plus véritablement de dialectique de la pensée. Et c'est vrai à l'Assemblée nationale, malheureusement beaucoup, c'est vrai dans les médias et c'est vrai dans l'opinion. Et ça, c'est une vraie régression et effectivement, on est en marche vers un silence général. Et vous nous dites que cette bien-pensance nous vient au fond des États-Unis? Pas seulement, mais c'est vrai que les États-Unis ont une vision très morale de la vie publique et de la vie en général. Et effectivement, le logiciel de pensée qui est en train de naître en France est très imprégné de cette injonction morale. C'est beaucoup moins fatigant de faire la morale que de convaincre quelqu'un. C'est beaucoup moins fatigant de condamner que d'essayer de comprendre. Et en plus, le format du tweet, par exemple, n'est pas favorable au raisonnement élaboré. Donc c'est vrai que tout ça fait qu'on va vers un système relativement américain, entre guillemets, mais qui est celui du jugement moral de l'instinct, c'est-à-dire le réflexe moral, beaucoup plus que le réflexe cérébral. La France est en train d'être un pays un peu moins cérébral qu'elle n'a été. Et vous dites aussi qu'avec la crise dite sanitaire, on a mis la science au-dessus de la politique, ce qui a encore un peu plus désacralisé le politique. Oui, alors ça c'est d'ailleurs le président de la République lui-même a dit il faut avoir une approche scientifique plutôt que politique. Venant d'un président de la République, c'est un peu inquiétant parce que son métier, c'est précisément de faire de la politique. Et d'ailleurs, quand il dit au nom de la science qu'il va emmerder les vaccinés, c'est de la politique, c'est pas de la science. Parce que tout ça, c'était dans un contexte sanitaire très particulier. Comment dirais-je, lorsque les politiques invoquent la science et abdiquent finalement de cette manière dans le pouvoir de la science, c'est une tentative assez ancienne, les positivistes l'ont eu, les marxistes l'ont eu, les communistes l'ont eu. Généralement, c'est l'irrationnel qui finit par se venger. C'est-à-dire à vouloir imposer une rationalité dans la vie politique, on fait triompher l'irrationnel. C'est-à-dire que qui engendre la suprématie de la science, comme le fait l'actuel président de la République, certainement de bonne foi, eh bien, il va récolter du complotisme, de l'irrationalisme. Quand on voit que les moins de 30 ans sont à proportion de près d'une moitié convaincus que le Covid-19 est une invention de laboratoire. Tout ça pour ça. Voilà. Donc le travail pédagogique de l'élu, le travail de conviction, n'a pas été fait.
Et en dessous du politique, vous expliquez que notre société s'emploie à inventer cet homme rationnel dont vous venez de nous parler, un homme sans lignage, sans loi et sans foyer. Pourquoi dites-vous qu'il s'agit d'un homme dégradé? Je dis que c'est un homme dégradé parce que c'est Aristote qui le dit. Dans la politique, Aristote dit des choses qu'il faut qu'on relise aujourd'hui, parce que d'abord la politique, c'est pas une construction, c'est pas une invention sociale, c'est un état c'est une donnée naturelle de l'homme. La politique est naturelle à l'homme, comme la ruche est naturelle ou l'essaim à une population d'abeilles. Mais pour faire de la politique, il faut évoluer dans un espace à plusieurs dimensions. S'il n'y a pas de filiation, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'avenir et de passé. Ce qui a été en cause au moment du mariage pour tous. Par exemple, s'il n'y a pas de loi, c'est-à-dire que s'il n'y a que des dérogations, s'il n'y a pas une morale collective, s'il n'y a pas un intérêt général, la politique est simplement impossible. Et c'est de cette manière-là qu'il dit qu'effectivement, l'homme qui est sans foi, qui est sans lignage, sans foyer, est un homme dégradé. C'est pas moi qui le dis, c'est Aristote qui l'explique. C'est un homme qui ne peut plus exercer cette mission politique. Alors vous dites aussi que les Français n'ont plus confiance en la République, que l'État a renoncé à la défense, à la justice, à l'ordre public, malgré l'explosion des impôts. Alors où est passé l'argent de l'État, l'argent des contribuables? Oui, alors la bonne manière de savoir ce qu'est la politique de l'État, c'est de lire le budget, la loi de finances. Et c'est vrai que jusqu'à la fin des années 60, les fonctions régaliennes essentielles représentaient 6,5 points de PIB. Alors même que l'État était un gros investisseur, notamment dans le nucléaire, et que l'État n'était pas endetté, et que les prélèvements obligatoires étaient bas. Aujourd'hui, avec des prélèvements obligatoires élevés, avec un effort d'investissement quasiment anéanti de la part de l'État, avec des impôts et une dette sans précédent, et un déficit qu'on n'a jamais connu en temps de paix auparavant, on dépense beaucoup moins pour les fonctions régaliennes. Donc effectivement, cet argent, où est-ce qu'il va? Il va dans les transferts sociaux. La redistribution. Il va dans la redistribution, qui est un peu comme la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses. Mais lorsque la redistribution est l'horizon indispensable de la politique de l'État, danger, parce que la redistribution, d'abord, elle fait l'économie de la réflexion sur la construction d'un service public, et ensuite, elle ranime des rancœurs chez beaucoup de contribuables. Autrement dit, l'État fait beaucoup moins d'efforts en créant une allocation qu'en bâtissant, en restaurant un système de santé. Et surtout, une fois qu'il a fait ça, il a beaucoup moins résolu de problèmes avec le transfert qu'avec un service public. Or, nous vivons une crise sans précédent de nos services publics. C'est-à-dire que le déficit va de pair avec une paupérisation du service public. Les gens le voient tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le président ne comprend pas, on l'entend dans des propos off qu'il tient en disant « Cette redistribution, ça nous coûte un pognon de malade et pourtant les gens restent pauvres ». Qu'est-ce qui ne percute pas? Un pognon de dingue. Ah ben il a vu les masses. C'est ces mots. Il a vu les masses. D'ailleurs, c'est vrai, c'est des sommes colossales. Pour la différence entre la France de Mitterrand socialiste et la France de Thatcher ultralibérale, le poids de la fonction publique dans le PIB anglais n'était pas moins élevé que dans le PIB français. Où était la différence? Dans les allocations, dans les transferts sociaux. Et on a cru que le déficit de l'État venait de nos services publics, et donc on a paupérisé les services publics alors qu'il venait d'une mauvaise gestion des transferts sociaux. Et malheureusement, 30 ans après, on est toujours dans le même raisonnement, c'est-à-dire qu'on punit sur le service public la dérive sur les transferts sociaux. Alors vous expliquez aussi que le président Macron a organisé plusieurs grands raouts dits démocratiques. On a eu droit au grand débat national après les Gilets jaunes, la Convention citoyenne pour le climat et son Conseil national pour la refondation. Vous dites à ce titre, le président enjambe les corps intermédiaires et ne cède aucun pouvoir. Le droit s'élabore selon la croyance aux forces de l'air du temps. C'est quoi ces forces ? Les forces de l'air du temps, alors, c'est ce qu'on appelle dans la Bible le prince de ce monde. C'est le mal incarné dans une personne plutôt souriante et qui nous dit qu'il faut aller vers une espèce de mieux général. On n'est pas très sûr, mais il n'y a pas des pays qui sont dans une direction et dans une autre, et les pays qui sont plus en avance sont plus en retard, notamment sur la législation sociétale. Et ces conseils, qui sont en fait des manières de contourner le pouvoir de l'électeur, sont en train de miner, mais profondément, la structure républicaine, parce que faire opiner un panel de citoyens tirés au sort, un sort plus ou moins pondéré, un peu comme le dîner de Madame Verdurin, on met un peu de ceci, un peu de cela, qui d'ailleurs planche généralement sur des propositions élaborées par des cabinets d'experts qui ne sont pas forcément des cabinets publics, c'est exactement le contraire de ce que veut la République, dans lequel il y a un président qui est garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Il y a des élections, il y a des élus, il y a un Parlement, il y a un gouvernement. Il y a une responsabilité. Et si le Parlement n'intervient qu'en bout de course pour valider des propositions faites par un panel tiré au sort, on nous dira un jour, mais on pourrait économiser le Parlement. Le Parlement coûte très cher, il produit beaucoup de CO2 en supprimant le Parlement. Bon, je pousse à l'absurde la tendance vers laquelle on est en train de s'engager. Mais c'est de cela qu'il s'agit. On voit qu'à chaque élection, l'abstention augmente. Vous dites que nos dirigeants se cooptent, que notre avenir ne se joue plus dans l'isoloir et que le danger totalitaire nous menace. Il est où aujourd'hui le pouvoir? Alors le pouvoir, si vous voulez, il y a une espèce de tectonique des places, des plaques en matière de pouvoir. Et des places aussi. Et des places. Il y a des pouvoirs qui montent, on le voit, il y a des pouvoirs qui baissent. Les réseaux sociaux, les influenceurs, les milliardaires militants, les ONG. Les ONG, tout ça sont des pouvoirs qui montent. Le juge, ce sont des pouvoirs ascendants. Ils ont un point commun, tous ces pouvoirs, c'est qu'ils ne doivent rien à l'élection. Ils sont même plutôt bâtis contre l'élection, qui est un truc, a priori, un peu suspect. Puis vous avez des pouvoirs qui baissent. L'élu, local ou national, le gouvernement, ce sont des pouvoirs, on voit bien, qui perdent un peu la main. C'est-à-dire tous leurs drames, à cause de Bruxelles, à cause des groupes de pression. Et les partis politiques, vous le dites, ont tout fait pour réduire l'influence de l'élu. Oui, exactement. Donc les gens ne sont pas idiots. Les gens votent moins parce qu'ils considèrent que c'est moins déterminant qu'avant. Et ce qui est le plus préoccupant, c'est que c'est les jeunes qui votent moins. Et ce n'est pas seulement aux élections nationales. Aux dernières municipales, l'abstention au second tour municipal était colossale et sans précédent. C'est-à-dire que les gens disent on aime le maire, les gens aiment leur maire, mais ils ne vont plus les lire. Et parce que les gens savent que le pouvoir, il est ailleurs. Ça se passe ailleurs. Oui. Alors, ces pouvoirs qui montent, vous les avez listés, hein, les juges, les influenceurs, les autorités indépendantes, les ONG, les suprastructures, les superstructures supranationales, les milliardaires militants, les GAFA, mais vous ne parlez pas des banques. Ça va avec. Les banques, les fonds de pension, enfin tous ceux qui détiennent le capital qui fait tourner la bécane. Prenez les cas de Elon Musk, qui récapitule tout à la fois. Il clame haut et fort. Jamais je ne voudrais le pouvoir politique. Mais pourquoi diable il dit ça? Parce qu'il a le pouvoir politique. Il l'a déjà, sans avoir les inconvénients. Il n'est pas soumis à réélection. Autrement dit, le pouvoir politique est déjà passé aux mains d'autorités qui ne sont pas les autorités élues. Mais on n'en tire pas encore les conclusions, on ne le voit pas encore complètement. C'est pourtant la réalité. Y compris dans les questions internationales. On l'a vu au moment de la guerre en Ukraine, le pouvoir d'Elon Musk. Je veux dire, lui, il avait un pouvoir décisif. Oui, avec son satellite. Que les chefs d'État européens n'avaient pas, manifestement. Voilà, par exemple. Alors, avec la chute du mur de Berlin, l'Occident a cru à la fin de l'histoire. Les Occidentaux ont cru que le libéralisme, les droits de l'homme et la démocratie avaient triomphé et qu'elles triompheraient pour toujours. Mais ces valeurs dites universalistes, aujourd'hui, se retrouvent détestées dans le monde entier. Alors, pourquoi? Comment vous expliquez cela? Alors, je vous donne une explication un peu théorique, mais il faut regarder l'origine du sujet, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui a été élaborée par 3 rédacteurs principaux. Vous savez, il y avait Cassin, il y avait un Français, il y avait une Américaine et puis il y avait un juriste chinois. Eleanor Roosevelt pour les États-Unis et Cheng, le juriste chinois. Ils ont fait un gros travail d'élaboration de ce qu'étaient les droits fondamentaux de l'homme, droits humains, comme on dit maintenant, universels, après les expériences des totalitarismes. Ça se passe en 1946, 1947. Et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le fait qu'il y a une origine transcendante à ces droits. La tendance occidentale, y compris d'ailleurs celle même exprimée dans la Déclaration des droits de 89, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un être suprême, on le met comme on veut, il y a Dieu qui nous a donné une certaine dignité. Et les droits de l'homme expriment cette dignité. Les Chinois, il y a une force de la nature, donc ils étaient prêts à dire, il faut qu'on dise l'universalité des droits, c'est les lois de la nature. Bref. Le résultat, c'est qu'on a pris le plus petit dénominateur commun et que la déclaration est muette sur l'origine des droits. On dit les hommes sont égaux en droit, mais pourquoi? On ne sait pas. Et là-dessus, c'est greffé tout de suite, Hannah Arendt l'a bien montré, le fait que les droits sont, n'étant pas arrimés dans une transcendance quelconque, ni Dieu ni nature, étaient soumis à un rapport de force. Et on nous dit c'est culturel. Autrement dit, la notion de vie, de mort, d'homme, de femme, d'homme et d'animal, même, c'est culturel, c'est contingent. Et donc... C'est même instinctif, vous dites. Oui, mais surtout, les droits de l'homme, je dirais à l'occidental, sont devenus une sous-culture, à cause de ce péché originel. Et effectivement, le monde du Sud, mais qui va bien au-delà du Sud, c'est-à-dire
la partie la plus pauvre et la plus nombreuse du monde, comme aurait dit Marx, considère notre vision à nous de la politique, chargée de faire vivre les droits de l'homme, comme un exotisme. Alors, en plus, un exotisme hostile. Et c'est ça que j'essaie de montrer. C'est un exemple très frappant, c'est le président de la République du Sénégal, qui, à sa première intervention à l'ONU en 2012, Macky Sall, dans la lignée de Senghor, a fait un hommage sur l'universalisme des Lumières, etc., et qui, à sa dernière intervention à l'Assemblée générale de l'ONU, dit qu'il ne faudrait pas qu'on érige en valeurs universelles des valeurs régionales, parlant de la Charte des Nations Unies. Alors, qu'est-ce qui est passé par là? On voit bien, il y a du chinois, il y a du russe, il y a un tas de choses, mais enfin, il est un fait que nos alliés les plus fidèles au sud du Sahara ont basculé dans une attitude extrêmement suspicieuse vis-à-vis de ce qu'on appelle, nous, les droits universels. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les droits universels ne concernent plus que l'Occident, ils ne sont plus universels, et donc il n'y a plus de droits de l'homme. Il n'y a plus d'hommes. Voilà le constat un peu dramatique qu'on peut faire. Peut-être qu'Emmanuel Macron, avec ses 20 voyages en Afrique, a aidé ces populations à se retourner. Non, mais l'Afrique est un pays un continent d'abord très vaste et très compliqué. On ne s'improvise pas africaniste en un voyage. D'ailleurs, Macron n'est pas le seul à avoir fait un voyage malencontreux en Afrique. Je crois que Nicolas Sarkozy aussi a fait un discours de Dakar qui n'a pas été, même s'il était très brillant, qui n'a pas été adapté à son auditoire, manifestement. Alors, vous allez aussi sur le thème d'un mariage liberticide, celui des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle et de l'autoritarisme d'État. Et ce mariage a accouché, en tout cas c'est le cas en Chine, et peut-être bientôt ailleurs, d'un crédit social. Qu'est-ce que c'est et pourquoi cela vous inquiète? Crédit social, il faut regarder de près ce qui se passe en Chine, parce que les Chinois, sur ce sujet, ont malheureusement un peu d'avance par rapport à nous. Et le crédit social, c'est un système de notation du citoyen, comme une banque note des débiteurs ou des entreprises. Autrement dit, il y a des citoyens AAA et puis il y a des citoyens qui perdent leur AAA. Ça va, je crois, de 960 à 300 les points en Chine. En fonction de quoi ça se fait? Alors c'est en fonction de son comportement. C'est-à-dire, si vous tardez à rembourser une dette, vous perdez des points. Si vous êtes vu, il y a de la vidéosurveillance partout. Si vous êtes vu avec reconnaissance faciale traversant hors des clous, vous perdez des points. Si vous grillez un feu rouge, vous perdez des points. Si vous fréquentez quelqu'un qui n'a plus ses points, vous perdez des points. Bref, arrivé à 300 points, vous n'avez plus de passeport, vous ne pouvez plus prendre de transport, vous êtes quasiment totalement un paria social. C'est une société de caste, en fait. Oui, vous êtes d'autant plus un paria social que si vous n'avez plus vos points, quelqu'un qui vous téléphone, il a une annonce dans ce téléphone qui dit attention, vous êtes en ligne avec quelqu'un qui n'a plus ses points, et si vous continuez la conversation, vous les perdez aussi. Alors ce système peut faire rire, mais il ressemble à s'y méprendre à ce qu'on a fait le plus légalement du monde en France en 2022 avec le pass sanitaire. On a dit le vaccin n'est pas obligatoire. Vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner. La loi aurait pu dire c'est obligatoire, elle a déjà fait non. Mais si vous n'êtes pas vacciné, là on va vous emmerder. C'est-à-dire que vous ne faites aucune faute pénale, vous exercez un droit, donc vous ne pouvez pas vous expliquer devant un tribunal parce que vous n'avez pas enfreint la loi, mais vous êtes puni quand même. Et pourtant, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ne sont pas revenus sur cette décision du pass sanitaire. Et donc, ça n'a l'air de rien, mais c'est une logique d'un droit flou qui rappelle un peu le score social chinois. D'ailleurs, il y a eu un débat en Chine, c'est que les grandes villes chinoises ont évidemment fait perdre des points à ceux qui ne respectaient pas le confinement. Une bonne manière de perdre le confinement à l'époque du coronavirus en Chine, de perdre ses points, c'était de sortir en période de confinement. Là, on était tout de suite à moins de 400 points. Et notre système à nous, à la différence près qu'il était un peu bricolé sur le plan numérique, ressemble à ça. Et j'aurais préféré, pour ma part, que le Parlement dise « Oui, on a bien pesé, il faut rendre le vaccin obligatoire, même s'il n'y a pas de risque zéro, mais on l'impose. » Ou alors, c'est le libre choix. Alors, on fait de la campagne de com pour dire « Allez vous faire vacciner », mais on ne crée pas un système dans lequel on punit des gens dont on dit qu'ils respectent le droit. C'est très paradoxal et très totalitaire. On voit émerger aujourd'hui en Europe l'identité numérique. Est-ce que l'Occident pourrait s'inspirer du crédit social chinois pour ses populations à elle? À mon avis, on va y aller parce que ça sera tellement tentant. Alors il y aura bien sûr des protestations, il y aura des gens qui seront... Mais à partir du moment où on a en temps réel une photographie assez exhaustive de l'intimité de la vie de tous les citoyens, ça sera assez étonnant que l'État n'en fasse pas un certain usage. Et ça deviendra très dangereux. Parce que notamment... ça sera aussi la mort de l'élection parce qu'on pourra voter depuis chez soi en sécurité de manière électronique en permanence. Il n'y aura plus d'élection événement.
il y aura une élection permanente, et en fait, on s'apercevra à bout qu'il n'y a plus de République avec ce système. On a expliqué que les Français ont donc perdu la confiance dans la démocratie. Comment rebâtir un patriotisme si ce n'est pas trop tard? Je pense qu'il faut effectivement, l'homme providentiel, c'est souvent une fausse bonne idée, mais il faut quelqu'un qui arrive à réécrire un roman national. Le roman national de Bainville ou de Lavis, il est mort et enterré, il a été saccagé. Bon. Le roman qu'on nous sert aujourd'hui de repentance est encore plus romanesque, mais franchement mortifère. Donc il faut réinventer un roman national. Moi, j'observe dans mon livre qu'il y a deux écoles de patriotisme en France qui coexistent et qu'il faut arriver un jour à faire se parler. Il y a l'école que je dirais, j'appellerais Barès-Mitterrand, si vous voulez. C'est l'identité, c'est la terre, c'est le terroir, c'est le lignage. Le problème de ce patriotisme-là, c'est qu'il finit souvent mal. C'est-à-dire que l'identitarisme, ça commence par un peu de folklore sympathique, ça finit en racisme. Et à côté, il y a l'angélisme du patriotisme de la France, qui est une vocation spirituelle. Alors c'est plutôt Jaurès, c'est plutôt De Gaulle, c'est Péguy. D'ailleurs, le conflit Péguy-Barès, c'est aussi le conflit Mitterrand-De Gaulle, d'une certaine manière. Et ce patriotisme-là, il a effectivement une limite, c'est qu'en période de grands chamboulements géopolitiques, il peut nous désarmer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire « qui veut faire l'ange fait la bête ». Et donc il faut arriver à trouver quelqu'un qui arrive à réconcilier les deux. C'est-à-dire réconcilier Barès et Péguy, finalement. Un patriotisme de la réconciliation. De la réconciliation. Alors, c'est pas le en même temps macronien. C'est-à-dire qu'il est capable d'assumer les 15 siècles d'histoire de France et qui est capable d'assumer le fait que la France d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec la France décrite par Bainville. On n'est même pas en 1960. C'est un pays très différent. On parle à peu près la même langue. Le pays s'appelle de la même manière la France, mais ça n'est plus le même pays. Il n'est pas question pour vous de revenir à un système monarchique. Il faut assumer la République aujourd'hui. Je pense que l'alternative à la République, c'est pas le retour de la monarchie. Il faut être réaliste. C'est la dictature. Donc il faut réparer la République. À très long terme, peut-être qu'on aura à nouveau une monarchie. Après tout, c'est une loi de la nature. Mais le danger qui nous menace aujourd'hui, c'est certainement pas l'établissement d'une monarchie en France. Cet homme providentiel pour la France, vous le rêvez comme un moine soldat? Oui, c'est-à-dire qu'on a une classe politique, je ne veux pas critiquer la classe politique, ils font un métier de chien et ils le font plutôt de leur mieux. On a une classe politique qui a été dressée, je dirais, à répondre à l'immédiateté. Et à prendre des coups et à finalement vivre dans une espèce à tourner comme des toupies qui ne savent pas pourquoi elles tournent. Et je pense que l'homme d'État ou la femme d'État qu'il nous faut devra ne pas être surmené, devra savoir s'arrêter, devra savoir écouter. Au lieu d'envoyer des tweets ou des SMS au ministre à 1h du matin, dormir. Le dimanche, se reposer. Ou aller à la messe, ou n'importe où. Mais enfin, et c'est ça, je veux dire, un moine soldat, c'est quelqu'un qui effectivement va incarner de manière ascétique, mais raisonnable, une politique de la raison. Et non pas une espèce de riposte permanente contre des mini-agressions de communication. C'est ça qui épuise nos hommes politiques. D'ailleurs, je me demande comment ils arrivent à survivre dans un monde aussi effrayant. À l'inverse de l'immédiateté, vous rêvez d'un homme qui nous parle de la France qui dure. Exactement. Je crois qu'il faut un homme du temps long. Et on voit bien, la société, peut-être parce qu'elle n'est plus agricole, elle est plus rurale, a perdu l'intelligence du temps long. C'est devenu un concept, le temps long. Du temps où on avait des élus qui étaient agriculteurs ou qui étaient même vétérinaires, ils savaient que le printemps... il dure 3 mois et que s'il ne pleut pas au mois d'avril, il n'y aura pas de foin. Voilà. Des trucs idiots. En ville, on ne sait pas ça. Et malgré le fait que les Français aient perdu la confiance dans la démocratie, vous continuez à voter. Vous dites que la liberté de vote est importante. C'est ma manière d'être un révolté, si vous voulez. Parce que moi, quand je dis que je continue à voter, les gens ils disent « Oula, qu'est-ce qui lui arrive ?» Il vote encore, il y croit encore, c'est beau. Et puis après, ça doit être pour les extrêmes. S'il vote, ça doit être que pour les extrêmes, parce que sinon, c'est pas possible. Entre les extrêmes, d'ailleurs, il y a quoi? Il y a l'extrême centre. Bon. D'abord, dans le secret de l'isoloir, je vote pour qui je veux. Je n'ai pas l'habitude de rendre public. Je ne vous le demande pas. D'ailleurs, je sais que vous ne me le demandez pas. Mais je pense que voter est un acte essentiel parce que le jour où il y aura une majorité de jeunes qui auront définitivement renoncé à voter, il y aura une petite musique qui nous dira «
Est-ce bien raisonnable de continuer à mobiliser du monde, du papier, un bilan carbone assez lourd, des campagnes électorales qui sont des champs d'insultes, pour finalement désigner des personnes qu'on pourrait désigner en un claquement de doigts en cliquant sur un site internet, par exemple. Et ça ne sera plus du tout pareil. C'est pour ça que je continue à voter. Vous commencez votre ouvrage par un court récit lors duquel un de vos personnages dit « Les élections, ça nous fait tous cocu ». Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Non, je disais, parce que ça se passait en 1983, je crois, il y a eu des municipales. Vous n'étiez peut-être pas né, d'ailleurs. Et moi, j'étais pas très vieux, mais moi, j'étais dans le bureau de l'élection, j'étais au dépouillement. Et à un moment, il y avait un bulletin nul. Alors, le bulletin nul, il y avait marqué en tout petit « Élection Piat-Jacon ». Quelqu'un dit « Ah, élection Piat-Jacon », il y a eu un gros brouhaha là-dedans. Et puis, un des scrutateurs, qui est d'ailleurs un élu local lui-même, qui dit « Oui, il a raison, élection Piat-Jacon ». D'ailleurs, c'est moi qui ai fait le bulletin, bon bref. Et la différence que je dis, c'est que 40 ans après, ce sont les élites qui disent élection Piat-Jacon. Elles disaient élection tapis rouge à populiste. Et on commence à nous dire, attention, il faudrait revenir sur l'élection du président de la République au suffrage universel, parce que c'est trop dangereux. Oui, c'est Cohn-Bendit qui disait que oui, les mais élections... Oui, en fait, maintenant, l'élection Piat-Jacon, alors c'est dit beaucoup mieux. Hein. C'est dit, attention, danger populiste. Mais ce sont les élites qui se sont accaparées ce slogan, en le mettant à leur sauce. Et on dit que l'art contemporain, c'est une manière pour les riches de faire croire aux pauvres qu'en plus ils sont bêtes. Le mot populisme, c'est une manière des riches pour faire croire aux pauvres qu'en plus ils votent mal. Qui sont immoraux. Qui sont immoraux. Et là, la meilleure manière de répondre à ce déni de démocratie, c'est d'aller voter. Il n'y a pas de vote nauséabond. Enfin, alors on sait qu'il faut mettre des masques pour aller dans les bureaux de vote, mais enfin, il n'y a pas de vote nauséabond. Ou alors il faut interdire les partis. Financer des partis et discréditer les voix, ça ne va pas. Donc la bonne réponse, c'est de voter nombreux et de croire dans le système. Alors, je ne vous dis pas pour qui je vote, ceci étant, voyez-vous. Il faut y croire, en tout cas, c'est le titre de votre ouvrage. La confiance se fabrique-t-elle? Essai sur la mort des élites républicaines. Merci à vous, Xavier Pathier.